Bonjour tout le monde, aujourd'hui la physique de bout de ficelle sur les moments de force avec une vieille porte, un élastique à défaut d'avoir un dynamomètre plus performant, c'est parti. Voilà l'expérience, j'ai glissé un frein sous la porte pour qu'elle soit un petit peu plus difficile à fermer et je vais venir exercer une force à 3 endroits différents à l'aide d'un lien élastique. Alors le premier endroit que je choisis c'est ici tout près de la poignée et dès que l'élastique se tend, on voit que la porte se ferme facilement. J'exerce ensuite une force à la moitié de la porte environ, et là on voit clairement que l'élastique doit se tendre plus fort pour parvenir à fermer la porte. Et si je viens tirer tout près de la charnière, alors là vraiment c'est beaucoup plus compliqué. Je dois même prendre les deux mains pour parvenir à faire glisser la porte et à la fermer. Donc si on modélise l'expérience vue de face, on a ceci, la charnière c'est un point pivot, on vient exercer une force à proximité de la poignée, la distance entre l'axe de rotation et la force exercée est ce qu'on appelle le bras de levier de la force. Là on voit qu'on est très efficace pour fermer la porte. Si on agit un petit peu moins loin, c'est-à-dire avec un bras de levier L2 plus court, alors on remarque qu'il faut tirer plus fort sur la porte, on perd en efficacité, et si on agit tout près du point pivot, alors là clairement on est plus efficace du tout pour mettre la porte en rotation. On a donc découvert un nouvel effet des forces qui est la mise en rotation des objets. On savait déjà avec l'exemple du footballeur que lorsqu'une force résultante non nulle agissait sur un objet, elle lui communiquait une vitesse, donc un mouvement de translation. On sait maintenant que lorsqu'un moment de force non nulle agit sur un objet, elle lui communique un mouvement de rotation. C'est donc bien le cas quand on exerce une force ici vers le haut, à une certaine distance du point pivot qui est l'axe de rotation de la brouette. Alors des moments de force, on en exerce un petit peu tout le temps dans la vie sans même s'en rendre compte. C'est le cas avec le casse-noix par exemple. Il y a un point pivot ici, ceci est un levier double. Celui-ci est donc un des deux leviers sur lesquels vous venez exercer une force et l'effet de cette force qui agit à une certaine distance du point pivot est de mettre le levier en rotation. C'est encore le cas avec la pince à épiler, l'axe de rotation est ici et vous venez exercer la force quelque part par ici. Vous mettez ce levier supérieur en rotation par rapport au point pivot. Idem avec la paire de ciseaux, donc ces trois leviers sont des leviers doubles, il y a à chaque fois deux leviers. Si je regarde le levier supérieur, j'exerce une force vers le bas et je mets ce levier en rotation par rapport à son point pivot. Il y a également beaucoup de moments de force impliqués dans le fonctionnement du corps humain. Si vous regardez chacune des articulations du corps, comme ici l'articulation du bas du pied ou l'articulation de la cheville, eh bien les forces exercées par les muscles et par les tendons exercent des moments de force qui provoquent la mise en rotation des segments du corps. Pareil avec le bras, la force exercée par le biceps permet la mise en rotation de l'avant-bras autour du point pivot qui est l'articulation du coude. Ou encore avec les muscles de la nuque qui vont mettre en rotation la tête autour du point pivot qui est l'extrémité de la colonne vertébrale. Alors en physique, bien sûr, on a un formalisme mathématique pour décrire les moments de force, on les note M pour moment, on spécifie généralement le point pivot, c'est-à-dire l'axe de rotation par rapport auquel on évalue le moment de force, et on spécifie également la force dont on parle. Alors première chose, on affecte le moment de force d'un signe plus ou moins, c'est une pure convention, et on considère généralement que si la force a tendance à faire tourner le bras de levier dans le sens anti-horloger, on donne un signe plus au moment de force, tandis que si la force a tendance à faire tourner le levier dans le sens horloger, alors on affecte le moment de force un signe moins. On donne ensuite la valeur de la force en newton et on multiplie par le bras de levier en mètres. Alors le bras de levier, c'est important de comprendre de quoi il s'agit. Si on regarde l'exemple qui est ici, on a bien une force qui est exercée via le poids qui est accroché, donc on a une force verticale vers le bas, qui agit à une certaine distance d'un point pivot qui est ici l'axe de rotation de la barrette sur le statif, et bien alors le bras de levier c'est la distance L entre la droite d'action de la force et le point pivot. Alors bien sûr, comme on a un moment de force, il y a une mise en rotation, jusqu'à ce que le bras de levier soit nul, et la rotation s'arrête alors, pas de bras de levier, pas de moment de force, pas de mise en rotation possible. Alors si je reprends un endroit intermédiaire au cours de la rotation, ici par exemple, faites bien attention, le bras de levier c'est cette distance-ci, vous devez d'abord tracer la droite d'action de la force, le poids de la masse suspendue, le point pivot, et le bras de levier c'est la distance perpendiculaire entre la droite d'action de la force et le point pivot. Le bras de levier est donc ici et non pas ici. Ça, c'est une source d'erreur fréquente.
Alors dans certains cas, mais qui sont assez rares dans la nature, la force est exercée perpendiculairement au levier, et donc dans ce cas-là, la longueur du levier est également la longueur du bras de levier. Mais évidemment, c'est pas toujours le cas. Alors quand les forces agissent à un angle quelconque par rapport au levier, est-ce qu'elles sont plus ou moins efficaces? Je reprends donc la porte, mais cette fois j'exerce une force qui agit à un angle plus grand que 90 degrés dans ce cas-ci par rapport à la porte, et là clairement je vois que je dois exercer une force beaucoup plus grande pour pouvoir refermer la porte. Quand on considère donc que la force agit à un angle différent de 90 degrés par rapport au levier, il y a deux façons d'aborder le problème. Je vous explique. Si je reprends ici la force du biceps, en réalité, elle n'agit pas tout à fait à 90 degrés, mais plutôt à un angle de 80 degrés. Première façon de faire, c'est chercher le bras de levier du problème. On a dit, le bras de levier, c'est la distance mesurée perpendiculairement entre la droite d'action de la force et le point pivot. Donc voici le bras de levier. Si vous avez accès à cette distance-là, vous écrirez simplement que le moment de force, c'est dans ce cas-ci un signe plus, puisque cette force a tendance à faire monter l'avant-bras et donc la rotation se fait dans le sens anti-horloger, qui est le sens positif par convention, multiplié par la valeur de la force du biceps, multiplié par son bras de levier, qui est donc cette distance-ci. Si vous n'avez pas accès à ce bras de levier, à la valeur du bras de levier, il y a une autre façon de faire. Vous pouvez dire la force du biceps agit à une certaine distance du point pivot. Ceci, c'est ce qu'on appelle le vecteur R. C'est donc simplement le vecteur dont l'origine est sur l'axe de rotation et l'extrémité au niveau de l'origine de la force exercée. Si vous décomposez la force en ces deux composantes, vous voyez que l'effet de FB parallèle est juste de comprimer les os de l'avant-bras sur l'articulation. FB parallèle ne va donc en aucun cas faire tourner l'avant-bras. Donc on peut le mettre de côté. Par contre, c'est la composante FB perpendiculaire qui est responsable de la rotation. Et vous voyez même que dans ce cas-là, si je ne prends donc plus en compte FB mais uniquement sa composante perpendiculaire, cette fameuse distance R n'est autre que le bras de levier de la composante FB perpendiculaire, puisque c'est bien la distance entre le point pivot et sa droite d'action. En toute logique, on peut donc dire que c'est le fameux signe plus, puisque la rotation se fait dans le sens anti-horloger, fois la valeur de la force, la composante perpendiculaire, fois la valeur de son bras de levier, c'est-à-dire R. Alors, si l'angle est un angle de 80 degrés, on peut refaire le schéma comme ceci, et on peut donc écrire que sinus de 80 degrés, c'est le côté opposé. Quand on est dans l'angle, le côté opposé, c'est le grand côté du rectangle, c'est-à-dire cette fameuse composante qui est responsable de la mise en rotation, divisée par l'hypoténuse, qui n'est autre que la force du biceps. On en déduit donc que la valeur de la composante perpendiculaire, c'est la valeur de FB fois le sinus de l'angle, qui est l'angle compris entre FB et R. On peut donc réécrire le moment de force d'une autre façon, et dire que c'est la valeur de la force entière qui agit à un certain angle, multipliée non pas par le bras de levier mais par la distance R, multipliée par le sinus de l'angle entre ce vecteur R et la force qui est appliquée. Alors évidemment, ces deux techniques sont strictement identiques, je peux encore le montrer de cette façon-ci. Si je prends sur le second schéma le vecteur R et que je le déplace sur le premier schéma, alors on sait que l'angle de 80 degrés était ici. Et dans ce petit triangle rectangle, je peux réécrire que sinus de 80 degrés, c'est le côté opposé, c'est-à-dire cette distance perpendiculaire entre la direction de la force et le point pivot, c'est le bras de levier de la force, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire la grandeur du vecteur R. Et donc le bras de levier de la force, c'est R fois sinus de l'angle entre le vecteur R et la force, autrement dit, dans cette relation-ci, ceci n'est autre que la valeur du bras de levier, et forcément, les deux écritures sont strictement identiques. Alors, quelle technique choisir, celle du bras de levier ou celle du sinus de l'angle? Eh bien, tout dépend des énoncés que vous recevrez. Par exemple, dans celui-ci, on voit les muscles du dos qui sont à l'action quand on soulève une charge lourde. Clairement, le point pivot de l'énoncé est la base de la colonne vertébrale, c'est-à-dire ce point-ci. Et on voit que les distances qui sont données sont les bras de levier, puisque ce sont des distances mesurées perpendiculairement entre le point pivot et les droites d'action des forces qui sont concernées.
Par contre, dans ce deuxième énoncé, on vous donne non pas le bras de levier, mais on vous donne la distance entre le point pivot et le point d'application de la force, ainsi qu'un angle. Et du coup, pour ce deuxième exercice, vous ferez plutôt appel à la méthode du sinus. Alors, pour terminer cette vidéo, je vous propose de faire un exercice ensemble. Dans cet exercice, on considère un avant-bras qui maintient en équilibre une charge dans sa main, et on demande de déterminer les moments de force exercés par chacune des 4 forces. Alors, au niveau des forces, il y a bien sûr la réaction du coude sur l'avant-bras, il y a la force musculaire exercée par le biceps, il y a la force gravifique de l'avant-bras lui-même, puis la charge qui est maintenue dans la main. Alors c'est souvent plus simple de reproduire un schéma sur le côté, le point pivot est ici. Le moment de force par rapport au coude exercé par la réaction du coude est bien évidemment nul, puisque cette force n'a pas de bras de levier, elle agit directement sur le point pivot. Le moment de force de la charge qui est en bout de main est un moment de force, d'abord le signe, il aura tendance à faire descendre l'avant-bras, c'est-à-dire à le faire tourner dans le sens horloger qui est considéré comme étant négatif, fois la valeur de la charge, multiplié par la longueur du vecteur R, c'est-à-dire le vecteur compris entre le point pivot et l'origine de la force exercée. L'énoncé me dit que c'est une distance de 30 cm, donc 0,30 m, multiplié par le sinus de l'angle entre ce vecteur R et la force, c'est donc l'angle qui est ici. On sait que par rapport à l'horizontale, on a un angle de 30 degrés qu'on retrouve ici. L'angle dont il est question est donc un angle de 30 degrés plus 90 degrés, c'est-à-dire un angle de 120 degrés. La charge exerce donc un moment de force de moins 13 Nm. Si on considère maintenant le moment de force exercé par la force poids de l'avant-bras, c'est également une force qui aura tendance à faire tomber l'avant-bras, c'est-à-dire à le faire tourner dans le sens horloger, avec un signe moins. La valeur de la force est de 13 Newton. Le vecteur R dans ce cas est la moitié du bras de levier, c'est-à-dire 15 cm. Et l'angle entre le vecteur R et la force est bien évidemment le même que dans le cas précédent, c'est-à-dire un angle de 120 degrés, ce qui nous donne un moment de force de moins 1,7 Nm. Il nous reste à déterminer le moment de force exercé par la force musculaire. Dans ce cas-ci, l'angle est un petit peu plus compliqué à deviner. Le vecteur R est ici, l'angle que vous devez déterminer est donc celui-ci. Vous devez remarquer qu'il y a un angle de 30 degrés ici par rapport à l'horizontale et un angle de 5 degrés ici par rapport à la verticale. L'angle alpha dont il est question est donc l'angle droit auquel vous devez retirer 35 degrés, c'est-à-dire un angle de 55 degrés. Cette force a tendance à faire monter l'avant-bras, c'est-à-dire à le faire tourner dans le sens anti-horloger, qui est positif par convention. C'est donc 1 plus fois la valeur de la force, 448 Newton, fois la valeur de la longueur du vecteur R, c'est-à-dire 4 cm, 0,04 m, fois le sinus de l'angle que l'on vient de déterminer, 55 degrés, ce qui nous donne un moment de force de plus 14,7 Nm. Alors, vous pouvez encore remarquer une chose, si vous additionnez les moments de force, vous allez voir que globalement, aux arrondis près, le moment de force résultant est nul. Ceci vient du fait que l'avant-bras est maintenu en équilibre, donc on savait déjà que pour vérifier un équilibre de translation, il fallait que la force résultante soit nulle. On peut ajouter une nouvelle condition aux équilibres et on peut dire que pour observer un équilibre de rotation, il faudra que la somme des moments de force soit égale à 0. Voilà, j'espère que les notions de moment de force et de bras de levier sont un petit peu plus claires pour vous. Bon courage dans vos apprentissages et à bientôt.